La loi de Ohm. Alors, ce qu'on a vu, ce sont deux circuits. Les circuits qui étaient en série. En laboratoire, nous avions placé en série deux ampoules. Et ce que nous avions observé avec la lecture de l'ampèremètre et du voltmètre, c'était la chose suivante. Au niveau du courant électrique qui circulait dans un circuit en série, nous avions que le courant de la source ou le courant total était égal au courant qui passe dans l'élément 1. Donc ici, ça peut être, par exemple, l'ampoule ici qu'on numérote par le chiffre 1, l'autre à côté par le chiffre 2. On peut avoir autre chose de branché aussi en série, on peut avoir d'autres composants. La façon de généraliser, c'est d'écrire ça de la façon suivante. Ce que ça veut dire mathématiquement parlant, cette égalité-là, ça veut dire que le courant dans un circuit en série est toujours le même, et ça pour le premier composant, le deuxième, le troisième et le nème composant. Le n étant un nombre fini. Exemple, si j'ai 5 ampoules, donc c'est le courant qui passe dans la cinquième ampoule. Ce que nous avions aussi observé en laboratoire, on avait observé que la différence de potentiel aux bornes de la pile et des éléments, ça correspondait à ceci. Donc, la différence de potentiel aux bornes de la source était égale à la différence de potentiel aux bornes de l'ampoule numéro 1 plus la différence de potentiel aux bornes de l'ampoule numéro 2 et ainsi de suite si nous voulons généraliser. Alors, les différences de potentiel ou les tensions s'additionnent dans un circuit en série. Dans un circuit en parallèle, lorsque nous avions branché les deux ampoules en parallèle, nous avions eu finalement l'inverse. Donc, pour ce qui est du courant, de l'intensité du courant qui sort de la pile, alors, il n'était pas le même. Il se divisait parce que nous avions plusieurs chemins, en fait deux chemins ici, qui se présentaient au courant. Donc, on peut généraliser cette égalité-là de la façon suivante. Donc, si on a n composants dans notre circuit, on peut l'écrire de la façon suivante. Et à l'inverse, la différence de potentiel aux bornes des composants d'un circuit en parallèle est toujours la même. Donc, donc c'est celle de la source finalement, mais on va l'appeler quand même U1, U2, donc U1 plus, pardon, donc elle est toujours la même, donc égale U2, donc la différence de potentiel aux bornes de la deuxième ampoule, donc ici je peux la numéroter 1, ici 2, et si j'ai 10 ampoules en parallèle, eh bien, on peut généraliser. Je peux écrire U3 aussi et on peut généraliser à UN, N étant le nème élément qui compose le circuit. Le courant, on va compléter le circuit ici. Donc, on se souvient que les voltmètres se branchent en parallèle. Donc, le voltmètre. Et on se souvient aussi que l'ampèremètre se branche en série. Bon, ici, j'ai mon fil. On va faire un A avec. Et voilà. Donc, l'ampèremètre est branché en série. Dans un circuit en série, le courant électrique a juste un chemin possible. Il traverse tous les éléments du circuit. Il revient à la source. Donc, le courant est toujours le même. Par contre, le courant, au niveau d'un circuit en parallèle,
il sort de la source et il a une possibilité d'aller d'un côté ou de l'autre. Donc, il se sépare, pas nécessairement en deux, ça dépend de chacun des éléments branchés en parallèle. Il ne demande pas le même courant. Par contre, ici au nœud, le courant revient en totalité et revient à la source de cette manière. Pour ce qui est de la différence de potentiel, la différence de potentiel ne sera pas la même en série. Donc, c'est un peu comme si toutes les petites charges, on sait que la différence de potentiel, c'est de l'énergie qu'ont les petits électrons lorsqu'ils voyagent dans le circuit. Alors, comme il y a juste une entrée ici, c'est comme si les petits électrons perdaient de leur énergie. Ils n'ont pas la même énergie que l'énergie de la pile, donc de la différence de potentiel de la pile. Par contre, ici, dans un circuit en parallèle, alors les électrons partent avec une certaine force. Lorsqu'ils arrivent ici, ils ont le choix de prendre un côté ou l'autre. Alors, ils gardent cette force-là. Ils gardent cette aire d'aller, finalement. Donc, c'est une image là, qu'on peut retenir pour justement se rappeler que la différence de potentiel, finalement, au niveau des circuits en parallèle est toujours la même. Au niveau des circuits en série, elle s'additionne. Alors, avec des variables en physique, on peut s'amuser à faire, par exemple, des graphiques. Alors, avec les prises de données, donc je vais faire mon graphique avant, là. Pardon. OK, donc on peut s'amuser avec des variables lorsque nous avons des valeurs en physique. Et en fait, c'est ce que M. Ohm a fait. Et on va aller définir, on va l'écrire tout de suite ici. On va aller définir par la suite, c'est quoi cette variable-là? Alors, c'est la résistance dans un circuit électrique qui est notée par la lettre grand R. Donc, la résistance équivalente ou totale, donc le RE, ça veut dire résistance équivalente ou totale du circuit. Et cette résistance-là, dans un circuit en série, elle s'additionne. Alors, ça s'écrit de la façon suivante. La résistance, supposons, de l'ampoule numéro 1 va s'additionner à la résistance de l'ampoule numéro 2 et ainsi de suite. Donc, en série, nous avons constaté que les résistances s'additionnent et en parallèle, une résistance, la formule est un peu plus complexe, ne s'additionne pas, mais c'est la formule suivante que nous allons utiliser. On va aller expliquer c'est quoi la résistance. On donnera des exemples tantôt pour le calcul de la résistance équivalente. Donc, la même chose, la résistance équivalente. Dans certains manuels, certains exercices, on peut voir RE pour résistance équivalente ou REQ ou RTOT pour résistance totale. Alors, c'est 1 sur R1 plus 1 sur R2. Finalement, c'est cette formule-là qui nous explique pourquoi, justement, nous avons une résistance, nous avons une luminosité qui est plus forte dans un circuit en parallèle. Rappelez-vous, les petites ampoules allumaient plus fortement dans un circuit en parallèle. Donc, justement, parce que les résistances ne s'additionnent pas de la même façon que dans un circuit en série. Donc, nous avons la formule générale pour calculer une résistance équivalente. Bon, allons expliquer maintenant la notion de résistance. Je vais juste noter ici que le E veut dire tout simplement équivalente. Donc, résistance équivalente ou résistance totale du circuit. Alors, c'est quoi la notion de résistance? La notion de résistance, allons le définir. Alors, la résistance, c'est tout simplement une mesure de l'opposition qu'un élément de circuit offre à la circulation des charges électriques. Je vais faire une illustration
Alors, lorsque vous avez un conducteur, par exemple, on va prendre un fil électrique, on sait qu'à l'intérieur, il y a des électrons qui circulent. Mais il y a des conducteurs dans lesquels les électrons ont plus de difficultés à circuler. C'est c'est ce qui va nous donner cette information-là, c'est lorsqu'on touche au fil, le fil est très, très chaud. Donc, les électrons ont de la difficulté à circuler à l'intérieur. On peut mettre des obstacles de cette façon-là. Et voilà. C'est un peu comme une course à relais, finalement, pour les athlètes. Alors, c'est pas facile de voyager à l'intérieur d'un conducteur, comme c'est pas facile non plus pour le courant de voyager dans une ampoule. C'est pas facile non plus de voyager, par exemple, dans un moteur, et ainsi de suite. Donc, les éléments d'un circuit donnent de l'opposition aux électrons qui circulent à l'intérieur. Par contre, cette résistance-là ne sera pas la même dépendamment de l'élément ou du composant à l'intérieur d'un circuit électrique. La variable de la résistance, c'est la grande lettre R. Elle se calcule, donc l'unité, c'est le ohm, en l'honneur de M. Georges Simon Ohm. Donc, on a pris son nom et on a attribué l'unité de la résistance, l'unité ohm à la résistance. L'abréviation, c'est la petite lettre oméga, tout simplement, donc pour dire ohm. La formule pour calculer la résistance, on a besoin de la différence de potentiel divisée par l'intensité du courant. Alors, cette formule, nous l'appelons la loi de Ohm. C'est tout simplement une formule qui relie la différence de potentiel, donc c'est la loi de Ohm, qui relie la différence de potentiel avec l'intensité du courant électrique. On peut reporter des valeurs de différence de potentiel et d'intensité de courant sur un graphique. Alors, si nous avons un graphique, par exemple, qui nous donne la différence de potentiel en volts en fonction de l'intensité du courant en ampères. Et supposons que j'ai ici un point sur ma droite, mais en fait, lorsqu'on fait l'analyse de la formule, on peut voir que la différence de potentiel et l'intensité du courant sont directement proportionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus la différence de potentiel est grande, plus le courant est grand. Alors, c'est pour ça que nous obtenons une fonction linéaire affine. Vous allez avoir sur cette droite-là différents points qui ont été reliés. Les points correspondent à des couples. Donc, supposons que nous avons ici une différence de potentiel de 20 volts et ici, par exemple, un courant de 2 ampères. Alors, si on va aller calculer la résistance du circuit ou de l'élément qui avait ces informations, alors la résistance, on va avoir besoin de la différence de potentiel et de l'intensité du courant. Nous pouvons substituer dans notre formule, dans notre loi de Ohm, la différence de potentiel, elle est de 20 volts et l'intensité du courant de 2 ampères. Alors, ce qui va nous donner une résistance, par définition, des volts sur des ampères, on va dire tout simplement que ce sont des ohms, une résistance de 10 ohms. Plus la résistance est élevée, plus le courant a de la difficulté à circuler dans l'élément. Alors, on va l'imager de cette façon. Supposons que j'ai un élément de circuit dans lequel circule du courant électrique. Alors, une résistance, par exemple, supposons qu'ici, le courant, pas le courant, mais l'élément offre une résistance de 100 ohms. Et ici,
de 20 ohms, par exemple. Alors, le courant ici, plusieurs obstacles, beaucoup des obstacles compliqués à traverser. Alors, les petites charges pour circuler ont beaucoup de difficultés. C'est un matériau difficile à traverser. Et ici, par contre, c'est plus facile, donc la résistance est moindre. Alors, c'est une image. La résistance dans notre vie, il y a beaucoup d'applications finalement. Lorsque vous avez les éléments de votre cuisinière électrique, les éléments chauffants, par exemple, ben, c'est un matériau qui offre une très grande résistance au courant électrique et donc, ça provoque de la chaleur parce que qui dit grande résistance dit frottement. Alors, les électrons vont se frotter aux atomes de notre matière. Ici, si c'est un fil de cuivre ou si c'est une ampoule, etc. Donc, les électrons vont avoir de la difficulté, vont avoir du frottement avec les atomes et ça va générer de la chaleur. Donc, le principe de la cuisinière électrique, son élément chauffant, ben, c'est grâce au fait qu'il y a une grande résistance. Alors, l'élément chauffant offre une très grande résistance au courant. Même chose pour les radiateurs. Alors, tout ce qui réchauffe, donc les calorimètres, etc. Donc, on a une résistance à l'intérieur au courant qui fait que l'élément se réchauffe et nous donne de la chaleur. On revient à notre façon de parler de la résistance. Alors, lorsque nous allons finalement faire des circuits électriques, on n'utilisera plus vraiment les petites ampoules. Souvent, on va utiliser tout simplement le résistor, donc qui est un élément de circuit, parce qu'on sait finalement que les éléments dans un circuit électrique offrent une résistance. Donc, les résistors, on va tout simplement les dessiner comme ça. Donc, c'est avec un zigzag comme ça dans un circuit électrique. Donc, le résistor, ben, ça peut être ça peut être le résistor à l'intérieur ça peut être une résistance à l'intérieur d'une ampoule, par exemple. Ça peut être une résistance à l'intérieur d'un moteur, etc. Alors, si, par exemple, on dessine un circuit électrique en série, nous allons placer des résistances comme ça en série. On peut leur donner des valeurs. Ces résistors-là, donc on peut tracer, pardon, des résistors en série, mais qui correspondent à des résistances, des valeurs, par exemple, pour le résistor 1, une valeur peut-être de 10 ohms. Pour le résistor 2, une valeur de 15 ohms. Alors, si nous voulons calculer la résistance totale de ce circuit, alors quelle est l'opposition que les électrons subissent? Alors, la résistance équivalente, comme le circuit est en série, on a vu que les résistances s'additionnent. La résistance de chacun des éléments s'additionne, ce qui va nous donner une résistance équivalente qui est égale à 10 ohms plus 15 ohms, donc un total de 25 ohms. Maintenant, nous comprenons, on ne comprend pas tout de suite, on va aller faire l'exemple avec le circuit en parallèle. Alors, regardez, je vais faire je vais prendre les mêmes résistors, mais cette fois-ci, je vais les brancher en parallèle. Donc, en parallèle, on a vu la formule. Bon, mes lignes ne sont pas très droites. Je m'excuse. Donc, supposons que je prends le même résistor R1 qui est égal à 10 ohms et un résistor R2, donc un autre résistor branchant en parallèle. Donc, je répète, là, la notion de résistor, ça peut sembler être abstrait, là, mais rappelez-vous que dans chaque élément ou composant d'un circuit électrique, le courant, euh, il peut avoir une certaine difficulté à voyager à l'intérieur de ce composant-là. Donc, ça peut être une grande difficulté, donc une grande résistance à l'intérieur du composant. Ça peut être une moyenne ou une petite difficulté à circuler à l'intérieur. Donc, supposons ici que j'ai
ma résistance de mon résisteur qui est de 15 ohms. Alors, comme c'est branché en parallèle, on n'utilise pas la même formule pour calculer la résistance équivalente. Allons la calculer. Alors, c'est tout simplement 1 sur 1 sur R1. Alors, j'ai deux éléments de circuit, donc je vais arrêter à 1 sur R2. Je vais aller faire ma substitution. Donc, remplacer les variables par leurs valeurs. Donc, j'ai le 1 ici. 1 sur 10 ohms, plus ici 1 sur 15 ohms. Petit cours 101 de la calculatrice. On avait déjà travaillé, je crois, avec la fonction 1 sur x. Alors, on va l'utiliser. Je vais me placer en retrait ici pour vous montrer avec la calculatrice de quelle façon calculer ce problème-là, parce que vous pouvez tout simplement me donner dans un examen ou dans les exercices la réponse tout de suite. Alors, vous avez sur votre calculatrice une fonction qu'on appelle la fonction 1 sur x ou bien x moins 1. Dépendamment des calculatrices, cette fonction-là, elle est soit directe ou en seconde fonction. Donc, localiser cette fonction-là. Une fois localisée, ce qu'elle fait, cette fonction-là, c'est que la calculatrice a déjà dans sa mémoire le 1 divisé et elle attend tout simplement le dénominateur. Alors, si, par exemple, vous écrivez donc une façon de calculer 1 divisé par 2, on sait que ça donne 0,5, mais si vous voulez utiliser cette fonction-là, au lieu de faire vraiment 1 divisé par 2 égale 0,5, vous pouvez tout simplement donner le dénominateur, donc taper 2, le chiffre 2, sur votre calculatrice. Ensuite, allez chercher votre fonction x-1 et automatiquement, ce que fait votre calculatrice, c'est de vous donner la réponse lorsque vous allez chercher cette fonction-là instantanément, qui est 0,5. Alors, je vais l'utiliser pour le calcul ici. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, ça, je vais le placer ici, là. On va le placer d'une autre couleur pour ne pas se mêler avec l'exemple. Alors, pour calculer le 1 divisé par 1 sur 10 ohms plus 1 sur 15 ohms, je vais premièrement, avec la calculatrice, vous allez aller taper votre 10, donc 1, 0. Ensuite, allez chercher votre fonction x-1. Alors, ce que vient de faire la calculatrice, c'est instantanément de calculer 1 divisé par 10. Maintenant, faites votre signe, votre symbole d'addition, donc plus. Ensuite, donnez-lui le 15, donc le dénominateur de la deuxième fraction. Ensuite, le x à la moins 1. Allez chercher votre fonction x à la moins 1. Et par la suite, faites votre égal ou enter. Alors, ce que ça vous donne, lorsque vous faites le égal ou le enter, ça vous donne la valeur qu'on retrouve ici en totalité au dénominateur. Donc, il faut aller rechercher la fonction x-1 parce qu'on a juste calculé ce qu'il y avait en dessous de notre barre de division. Alors, ce que vous allez obtenir, donc, lorsque vous faites votre 10 à la moins 1 plus votre 15 à la moins 1, Enter, vous allez obtenir une valeur qui va être de 0,1666 périodique finalement. Alors là, vous rappelez votre fonction x-1. Donc, on fait rien d'autre. On fait pas grand-chose finalement. On rappelle notre fonction x-1. Et en rappelant votre fonction x-1, ça vous donne une valeur qui est de 6 ohms. Maintenant, vous vous rappelez lorsqu'on avait fait des circuits en série avec les deux ampoules. Malheureusement, les deux ampoules n'allumaient pas fortement. Je vous avais dit, vous allez comprendre un petit peu plus tard. Alors, on voit ici, finalement, que la résistance, lorsqu'on a un circuit en série, elle est, on l'a calculé, elle était égale à 25 ohms.
Et les mêmes résistors branchés en parallèle nous donnent une résistance beaucoup plus petite. C'est pour cette raison que les ampoules dans un circuit en parallèle allumaient plus fortement. Parce que donc, il y a moins de résistance dans un circuit. Donc, le circuit en parallèle offre moins de résistance au courant qui circule à l'intérieur. Allons maintenant voir une notion. Donc, on a vu tantôt notre graphique. Allons voir une notion maintenant qui n'est plus au programme, mais quand même, j'en parle un peu. C'est tout simplement la conductance. La conductance, c'est l'inverse de la résistance. Autrement dit, ça nous indique, ça nous donne comme information, si par exemple on a une grande conductance, ça nous donne l'information que le courant a de la facilité à circuler dans un circuit électrique. Alors son unité, c'est le Siemens, l'abréviation CS. Et comme la conductance est l'inverse de la résistance, alors on a inversé le I, donc la différence de potentiel, et le courant. Donc on les a inversés dans la formule, dans la loi de Ohm. Et graphiquement, bien entendu, la conductance serait donnée par le calcul de la pente, mais d'un graphique du courant en fonction de la différence de potentiel. Donc ça, ce n'est plus au programme, mais quand même, si vous faites des études en électricité, vous allez en entendre parler. Quelques exemples maintenant pour utiliser toute la théorie que nous avons, ce que nous avons découvert finalement expérimentalement. Alors, c'est de la physique, l'électricité. En physique, ben, qu'est-ce qu'on fait? On pose notre problème tout le temps. C'est sûr que si on remonte à des cours antérieurs, c'était très important d'apprendre le par cœur concernant les variables et les unités pour être capable d'attribuer la bonne variable à la valeur. Donc ici, on fait une première lecture du problème, pardon. On dit quelle est la différence de potentiel. Alors la différence de potentiel, il faut tout de suite voir dans notre tête que c'est le U. Alors la variable, c'est U. La différence de potentiel, c'est ce que nous cherchons. Nécessaire pour qu'un courant, le courant, il est en ampères et c'est le I. Donc, vous avez un courant de 0,05 ampères et ce courant-là traverse un résistor qui est peut-être dans un appareil électrique, peu importe. Donc, un résistor de 1500 ohms. Alors, les ohms, il faut savoir que ça va avec la variable R pour la résistance. Alors, 1500 ohms. Alors là, nous avons trois variables, une inconnue, une qui est inconnue, deux qui sont connues. Nous allons voir les formules sur notre feuille de formule. Nous voyons que la loi de Ohm relie toutes ces variables. Alors, ça nous permet d'aller isoler la variable que nous voulons trouver. Alors ici, la loi de Ohm, en fait, c'est qu'elle peut nous donner la différence de potentiel. La différence de potentiel, vous avez comme deux fractions. Donc ici, le R, c'est comme s'il était sur 1. On peut faire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens pour se débarrasser justement de notre dénominateur. Et voilà, vous avez ce que nous cherchons. Donc la variable U, la différence de potentiel est maintenant isolée. Alors nous avons que U égale, on va substituer, la résistance qui est de 1500 ohms multiplié par le courant qui est de 0,05 ampères et par définition, des ohms multipliés par des ampères, ça nous donne des volts. Donc, par définition, lorsqu'on fait le traitement des unités, et la réponse va nous donner 75 volts. Donc, voici la différence de potentiel qu'on retrouve lorsqu'on a un courant de 0,05 ampères et une résistance de 1500 ohms. Une autre question maintenant pour travailler notre loi de Ohm.
On dit quelle est la résistance? Alors, la résistance, c'est la variable R, c'est ce que nous cherchons. On veut la résistance équivalente. Pour connaître la résistance équivalente, finalement, ça nous prend le U de la source, donc la différence de potentiel à la source, et l'intensité du courant à la source. On nous donne ces informations-là. Donc, nous avons un appareil électrique qui a une fiche technique, une fiche signalétique. Les petites étiquettes là, métalliques ou même souvent c'est des gravures dans le plastique. On va voir des informations, par exemple le courant qui circule dans l'appareil et la différence de potentiel. Encore une fois, il faut savoir associer la bonne variable aux bonnes unités. Alors les ampères, c'est le I. Nous avons donc un courant qui circule dans cet appareil, ou du moins le courant qui doit circuler pour que l'appareil fonctionne. Et il doit fonctionner avec une différence de potentiel, donc les tensions que nous avons domestiques, des tensions domestiques que nous avons dans nos maisons. Donc une différence de potentiel qui est égale à 110 volts. Donc il nous reste à utiliser la loi de Ohm qui relie la différence de potentiel à l'intensité du courant. Donc, c'est déjà isolé. La variable est déjà isolée. Il nous reste à substituer la différence de potentiel de 110 volts divisé par l'intensité du courant de 1,5 ampères. Des volts divisés par des ampères, ça va nous donner des ohms. Et lorsqu'on va effectuer le calcul, ça va nous donner une résistance de 73, si on arrondit par exemple, donc de 73 ohms. On peut faire aussi un autre exemple, cette fois-ci un exemple avec des graphiques qui sont donnés. On peut vous demander, par exemple, dans un graphique, de calculer la résistance équivalente, mais on peut calculer aussi la résistance d'un composant dans un circuit. À ce moment-là, la loi de Ohm est très flexible. On peut l'utiliser finalement à toutes les sauces. Tantôt, nous avons fait un exemple. On en fait un deuxième avec les résistances. Alors, j'ai 3 résistors ici qui vont être branchés, les 3 en série, et nous aurons comme information la résistance de chacun. Donc, le premier a une résistance de 100 ohms. Le deuxième résistor, donc ça peut être un appareil, peu importe l'appareil électrique que cette résistance-là, de 50 ohms, et un troisième résistor qui a une résistance, par exemple, de 200 ohms. Alors, c'est un circuit électrique qui est branché en série. Alors, la résistance totale ou la résistance équivalente, c'est égal, j'ai 3 éléments ici du circuit, donc à R1 plus la résistance du deuxième résistor plus la résistance du troisième résistor. Il nous reste juste à substituer. Nous aurons à ce moment-là 100 ohms plus 50 ohms plus 200 ohms, ce qui va nous donner une résistance totale ou équivalente qui va être égale à 350 ohms. Ce qu'on peut vous donner aussi, un autre exemple, exemple numéro 4, lorsque vous avez un circuit électrique, celui-ci, je vais le faire en parallèle. Oups. Donc, un circuit électrique en parallèle. On va y aller avec, tiens, donc j'ai ma pile. Et voilà. Donc, à l'intérieur, ce que nous allons retrouver, c'est 3 résistors qui vont être branchés en parallèle. On peut en avoir 4, 5, 6 éléments de circuits qui sont branchés en parallèle. Ça importe peu. Je vais venir les dessiner dans quelques secondes. Alors, supposons que nous avons ce circuit qui est en parallèle.
ce qu'on retrouve comme élément de circuit. Alors, c'est des résistances, des résistors qui ont des résistances. Donc, supposons que le premier a une résistance de 100 ohms. On peut les identifier R1, R2, R3 lorsque vous avez un circuit. Vous pouvez les identifier par vous autres-mêmes. Alors, nous avons ceci. Et nous avons aux bornes de la pile, de la source de courant, une fonction d'alimentation. On n'oublie pas que la pile transforme l'énergie chimique. C'est des produits chimiques à l'intérieur. Donc, elle transforme l'énergie chimique en énergie électrique. Alors, ce que nous avons comme information et la question, c'est qu'on veut connaître le courant de la source, le courant qui sort de la source. Alors ici, c'est notre question tout simplement. Si nous voulons connaître le courant qui sort de la source, nous allons devoir, donc dans la loi de Ohm, donc la résistance équivalente à ce moment-là devra être calculée, puisque pour avoir le courant qui sort de la source, nous avons besoin de la différence de potentiel de la source et de l'intensité du courant de la source. Donc, la différence de potentiel de la source, on la connaît. Elle est de 15 volts. On peut substituer tout de suite notre valeur. Par contre, pardon, c'est le courant que nous voulons. Là. Donc, vous avez par la suite la résistance équivalente que nous pouvons calculer. Donc, ce que je vais faire, je vais juste recommencer. Là. Juste avant, on peut isoler. Vous pouvez substituer avant sans problème et isoler après, mais pour cet exemple-là, je vais faire l'inverse. Donc, j'ai les variables. Ce que nous cherchons, c'est le courant de la source. Encore là, je vais faire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens pour me débarrasser du dénominateur. Alors ici, je vais tout de suite isoler. Alors, je vais avoir la différence de potentiel de la source divisée par la résistance équivalente. Bon, c'est beaucoup mieux. Alors, le courant de la source, nous allons le calculer de la façon suivante. Nous avons déjà la différence de potentiel de la source qui est donnée sur le circuit. Il nous reste à aller travailler la résistance équivalente. Donc, la résistance équivalente, c'est un circuit qui est branché en parallèle. Alors, on va utiliser cette formule. Alors, nous avions pour le résisteur 1 une résistance de 100 ohms. Pour le deuxième, une résistance de 50 ohms. Pour le troisième, une résistance de 20 ohms. On peut tout de suite prendre la calculatrice et calculer notre résistance équivalente. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer finalement par le dénominateur. On va écrire notre 100. Donc, on va aller écrire 100 sur la calculatrice. Nous allons appeler la fonction 1 sur x. Nous allons faire notre plus. On va écrire notre 50. Allons chercher notre fonction 1 sur x. Ensuite, on écrit notre deuxième plus. Allons chercher, écrivons maintenant 20. Allons chercher notre fonction 1 sur x. Nous allons faire Enter ou égal, ce qui va nous donner 0,08. Donc, ça veut dire que nous avons 1 divisé par 0,08. Il nous reste à rappeler de nouveau la fonction 1 sur x pour finalement retrouver une résistance équivalente de 12,5 ohms pour ce circuit. Et par la suite, il nous reste à l'intégrer ici. C'était une valeur manquante. Maintenant, nous avons notre différence de potentiel, notre résistance. Nous pouvons calculer le courant qui sort de la source. Alors, il va correspondre à 15 volts divisé par 12,5 ohms, ce qui va nous donner un petit courant de 1,2 ampères. Et voilà comment nous utilisons la loi de Ohm.